Oui, c'est-à-dire que les images que j'ai faites, elles renvoient quand même à une certaine fragilité. C'est-à-dire que ce qu'il fallait dire aussi de cette... Moi, quand je suis allé à Calais, j'ai jamais perdu de vue que je voulais montrer la fragilité de cette situation, en fait. C'est-à-dire que la fragilité ou l'inhumanité de cette situation. Donc, la bande de recharge de téléphone, il faut bien comprendre, on est en plein hiver, il fait très froid, on est à Calais, il pleut, et donc il y a un groupe d'hommes, on est en extérieur, sous une toile de tente, qui, pendant quelques heures, vont faire, grâce à la présence d'un camion anglais, d'ailleurs, d'une association, qui est un camion générateur, ont de l'électricité pour recharger des portables. Donc ils attendent à côté de leur portable, dans le froid, que leur portable se recharge. There's another image which is also similar to this one, a type of image which is published again and again and again. This is the migrant, the refugee holding his handheld device in the sky in order to find in trying to find a signal, trying to find connection, because connection also gets lost in the process. And here, I mean, gathering around this. Gathering around the campfire, which is not a campfire anymore, but a number of plug-in possibilities, has also to be seen in the connection of the very possibility to lose connection, to not have a connection, to be to disappear from the maps, and the disappearance of people is particularly with regard to the catastrophe happening, I mean, on a day-to-day basis in the Mediterranean, with people dying in trying to cross the Mediterranean, is something that needs to be put into a connection to, or put into a relation to this promise of connectivity that this image is also speaking about. They also speak about the way in which these people move in transnational networks, in virtual networks of communication, that they are connected to their families, to other people on the move, and that they are not outside of the communicational realm in which we as observers, or we as viewers of such beholders of such images are moving. So we are sharing something here. The very fact that these experiences can be shared to a certain extent, since we are all moving on the same platforms, there's a stronger possibility of linking your own existence to those on the move. Oui, les photographies, bien sûr, elles sont... dans l'ensemble, on pourrait les décrire comme étant non spectaculaires. C'est-à-dire qu'en utilisant la chambre photographique, il est bien évident que je m'interdis certains types d'images. Donc je ne vais pas suivre les migrants quand ils tentent la traversée de nuit en essayant de franchir les barbelés qui les emmènent au port, ou de se cacher dans les camions, etc. Ça, je n'ai jamais photographié, même si je les ai suivis pour certains, par curiosité, en fait, pour voir, mais ça n'a jamais donné lieu à des photographies. Donc il y a certaines images, forcément, et c'est ce qui m'intéresse aussi en utilisant un certain type d'appareil photo, qu'on s'interdit de faire. Donc du coup, les images que moi j'ai pu faire, c'est des images qui ont, pour la plupart, sont faites de jour, donc à des moments où les migrants se reposent, en fait, aussi, ou sont là, en tout cas, dans les camps, et sont disponibles ou disposés à discuter, en fait. Et donc les questions qui posent, ce sont celles de l'hygiène, de la nourriture, des lieux de vie, et puis aussi donc de l'attente. Tu mentionnais bien sûr une photo où un homme debout attend, mais en fait il regarde plus qu'attend, il attend, mais surtout il regarde des camions qui passent pas très loin en fait, et il attend le bon moment pour monter tenter de monter dans des camions. Parce qu'il faut aussi préciser qu'entre 2006 et 2016, la situation a complètement changé à Calais pour les migrants, et que c'était beaucoup plus facile en 2006 de monter dans des camions et de franchir le Channel qu'en 2016, puisque en 10 ans, il y a eu un nombre incalculable de clôtures qui s'est élevé,
des parkings qui n'étaient pas sécurisés, qui n'étaient pas surveillés, sont devenus surveillés avec des polices privées, avec des barbelés, avec des caméras, etc. Donc, bien évidemment, en 2006, la situation était beaucoup moins tendue. Aussi, les migrants étaient beaucoup plus détendus, à l'aise. C'était très facile de parler et de passer du temps avec eux. En 2016, c'était beaucoup plus difficile, en fait, aussi parce qu'il y avait 9 10 000 personnes et du coup une très grande compétition entre eux pour passer, parce que les canaux pour passer étaient réduits, alors qu'il y avait 10 000 personnes. Donc l'effet entonnoir fait qu'il y a eu beaucoup de tensions, ce qui n'existait pas en 2006, 2008, 2010, où c'était des petits camps très séparés, avec des gestions du flux pour passer, et des passeurs très, très, très différents. Donc oui, les images que je fais, moi, c'est des images qui montrent la vie quotidienne, plus que le spectaculaire de la tentative de passage, parce que dès 2006, je me suis aperçu que les personnes n'étaient pas là pour une journée, mais qu'elles étaient là pour 1 mois, 6 mois, 3 semaines, 1 an. Certains, comme je disais, ont même finalement abandonné la volonté de passer, puis se sont installés à Calais. Donc cette idée de montrer la vie quotidienne est devenue essentielle, en fait, parce qu'effectivement, ce sont des habitants de Calais qui ont vécu dans une sorte de ville fantôme ou de ville parallèle pendant des mois, à côté de zones pavillonnaires où des Calaisiens et des Calaisiennes vivaient. Il y avait une autre ville qui s'est créée, un peu fantomatique, avec d'autres moyens de locomotion, d'autres sites ou de lieux de rassemblement. Et donc c'est ce qui m'a, moi, le plus intéressé, effectivement, c'est des questions de vie quotidienne. Et puis les savons, bon là c'est un peu plus, on est dans une situation, on n'est pas en juillet, mais il fait moins froid, et donc il y a des dizaines de savons posés à même un évier. Donc là aussi, ça montre qu'on n'est pas à la maison. Ce n'est pas un savon bien rangé, ce sont des dizaines de savons qui comme ça, montaient les uns avec les autres de manière anarchique. Mais ça crée une image, effectivement, qui est assez belle, parce que ce n'est pas quelque chose que je refuse aussi. Cette question de la beauté, elle est même très importante, parce qu'on peut communiquer des choses avec cette beauté de l'image, en fait. Et donc, oui, se communiquent des choses qui sont loin de l'instant décisif, mais qui, néanmoins, certainement témoignent mieux de la situation, en fait, que l'instant décisif qui, je pense, doit être quand même remis en cause dans ce qu'il a vraiment de décisif. Il est clair que continuer à travailler avec la chambre sur un trépied, c'est faire des pas de côté par rapport à l'image numérique telle qu'elle se construit aujourd'hui, qui est sur la rapidité, la mobilité absolue, en fait. Donc c'est choisir d'être immobile et de choisir une autre temporalité. Pour installer l'appareil photo, pour faire les réglages, etc., il faut je sais pas, 10 minutes, un quart d'heure ou peut-être plus. Donc il faut instaurer un dialogue beaucoup plus long avec les personnes et leur demander beaucoup plus de temps aussi. C'est-à-dire qu'ils acceptent de vous donner, de te donner plus de temps. Et au départ, ce n'est pas si évident parce que voilà, ils ont aussi l'habitude d'être photographiés de manière très rapide. Alors que là, il fallait faire comprendre que ce processus de prise de vue allait durer plus longtemps que simplement appuyer sur un obturateur, qu'il fallait construire l'image et que finalement il fallait la construire presque aussi avec eux, c'est-à-dire qu'ils étaient vraiment très importants comme partenaires de fabrication de la photographie, en fait, puisque tout passait par le dialogue, en fait. Une totale visibilité, bien sûr, de la part du photographe qui, à un moment donné, se cache sous le voile noir, bien sûr, pour faire la photographie et pour regarder les choses, mais qui sinon est bien sûr complètement visible et en dialogue avec les personnes photographiées. Ouais, ça, c'est important. Je suis un lecteur de presse, en fait, de journaux, des journaux papier, ou Internet, ou la télévision, la radio. Bref, ce flot ininterrompu d'informations nourrit mon travail, en fait. C'est ce qui est vraiment à l'origine. Donc, Calais, bien sûr, la situation, je la connaissais avant même d'aller sur place et de la découvrir. J'en avais entendu parler, j'avais vu des images. Donc j'y allais déjà avec un savoir visuel de ce qui se passait. Et j'ai découvert bien sûr des choses que je ne voyais pas dans les journaux, en fait. Donc c'est ce qui m'a aussi intéressé et poussé à continuer, en
fait, au départ, une certaine insatisfaction. Je me disais, mais il y a un tel décalage entre ce que je peux lire dans les journaux, voir et puis vivre, que ça m'a poussé à continuer cette série, en fait. Et puis l'autre point de départ, bien sûr, c'est toujours, comme beaucoup de mes séries, une sorte de colère aussi à l'origine, c'est-à-dire de voir dans quelles conditions des êtres humains étaient forcés à vivre parce qu'ils voulaient passer en Angleterre et qu'ils n'y arrivaient pas et qu'ils devaient, en attendant les différentes tentatives, vivre vraiment comme des animaux, en fait. S'il y a une grosse actualité, c'est tous les jours qu'il faut raconter quelque chose de différent. Et je pense même que pour le photographe sur le terrain, qui doit tous les jours nous rapporter quelque chose de différent, qui n'a pas raconté la veille, qui ne répète pas ce qu'il a raconté il y a 3 jours, un autre point de vue, je pense que c'est une source à la fois de stress et c'est énormément de travail sur le terrain, de recherche et je pense qu'à eux aussi, ça les empêche de faire 3 pas en arrière et de se dire, ok, voilà, j'ai fait ça, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à construire? Souvent, quand ils reviennent, ils nous disent, une fois qu'ils repassent au journal, ils nous disent, en revenant, je me suis dit que quand même, il faudrait peut-être faire ci ou faire ça ou aborder le truc de cette manière. Mais en fait, au moment où ils sont en train de couvrir, ils sont en train de vraiment chercher le moyen de nous rapporter des choses que justement on ne veut pas aller chercher chez l'AFP ou AP Reuters. Et c'est pas une histoire de qualité, c'est une histoire de point de vue et de ligne éditoriale. J'ai pas de réponse toute faite à ça. Je devine que dans les magazines, c'est plus, ils ont plus de temps et ils ont peut-être plus la possibilité de se dire, voyons quelle distance je peux prendre avec une écriture photojournalistique. Est-ce qu'il y a une autre manière de raconter Je dirais que ce n'est pas forcément la faute des photographes, c'est plus la faute des rédacteurs en chef, ou peut-être du public, ou plutôt des financiers qui sont derrière les journaux, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, moi, étant photographe de terrain, j'ai beaucoup discuté avec les photographes de presse qui sont là aussi, qui étaient tous insatisfaits du travail qu'ils faisaient à Calais. Et en même temps, toute cette économie continue à fonctionner sur une insatisfaction, en fait. Et ils n'arrivent jamais à se renouveler. Alors effectivement, ils vont prélever de temps en temps des photographies faites par des artistes ou des photographies faites par des migrants pour un peu renouveler l'approche, mais néanmoins, ça reste très périphérique. Et je ne sais pas pourquoi, ils tournent en rond eux aussi et ils n'arrivent pas à produire d'images qui leur satisfassent a priori, ni les photographes, ni les rédacteurs, et donc peut-être ni non plus le public qui lit ou qui regarde ces images, en fait. Donc c'est d'où peut-être cette crise dont les photographes n'arrêtent pas de parler, ou le monde de la photographie, disons, n'arrête pas de parler, le monde du photoreportage n'arrête pas de parler, cette crise de la photographie. Il ne faut pas penser que tous les photojournalistes sont des tireurs, hein, ils ne sont pas tous embodied, enfin, ils ne sont pas tous des gens qui utilisent leur caméra comme un fusil, ou leur appareil photographique comme un fusil, pas du tout. Il y a énormément qui savent qu'ils sont responsables du cadrage. Et puis, de toutes les façons, quand ils font dans l'urgence, sur le terrain, parce qu'on n'est pas forcément, ils ne sont pas en studio, hein, là, ils sont sur le terrain, ils vont avoir une planche contact, ils vont avoir des rafales d'images, des planches contact. Et là, c'est le choix qu'ils vont faire qui sera significatif. Bien sûr que dans les images, il va y avoir le meilleur et le pire. Il y aura le moment où telle image, dans la planche contact, correspondra véritablement à ce qu'ils veulent faire passer, faire comprendre. Et ça peut être une chose très violente, mais qui est construite de telle sorte que l'information ne crée pas une paralysie de la parole et de la pensée. Une image n'est jamais contre une autre image, c'est-à-dire qu'une image ne va pas réfuter une autre image. C'est la construction du regard qui va accepter ou non d'être traité. C'est-à-dire comment moi, spectateur, on me traite. Quelle place me donne celui qui a fait l'image? Il y a des images qui ne me mettent pas à une bonne place.
Et il y a des images qui me mettent à une place constituante de sujet du geste. Ce sujet du geste, ça peut être « moi aussi je vais faire des images ». Mais ça peut être « moi aussi je vais faire la cuisine ». Moi aussi je vais accueillir un immigré. Moi aussi je vais descendre dans la rue à une manifestation. Images are, of course, overused. All the time, and news agencies, photographers, visual editors are looking for images that are readable in a second, in an instant, by a larger audience, which doesn't have to have any closer knowledge of the situation. So this legibility or intelligibility of the image is one of the core criteria to decide which images is going to be printed and published or broadcasted. Of course, there are within news and photojournalism, there are different levels, so to speak, different strata of ambition to be different, to have to deliver a different image of a situation, a kind of paradigmatic shift in the visual documentation of a certain situation. But the chances are low that those images that might be better liked by the community of photojournalists themselves and by the agencies themselves and by the juries deciding about the photo press awards at the end of the years, it's quite probable that these images that make a different claim, a different visual claim, don't make it into the collective imaginary, in the collective memory of images. Because there are other factors in play that lead to an image becoming an icon. But on a different note, I would say that as long as you're speaking about images in the way that you refer to a particular photograph, that you to a particular cropped framed image, to a particular selection out of the larger stream of images which then has to serve a certain function in the larger visual economy, that as long as you're relying on this kind of image politics and image economy or visual economy, nothing will change with regard to all these complaints about the overuse of images and the spectacle and compassion fatigue, etc. Le support principal des photographies qui nous restent en tête, ça a été le journal. Ça a été le vecteur principal de la photographie, son support, sa manière de diffusion, plus que les livres, plus que l'exposition, en fait. Et donc, à travers le journal, très vite et immédiatement, la photographie a pu toucher un nombre incroyable de personnes, en fait. Et, donc, j'ai conscience de toute cette histoire, bien sûr, mais c'est aussi en ayant conscience de cette histoire que, dès le départ, je me suis dit que la photographie que je voulais construire, elle ne devait pas être dans la presse, dans les médias, mais elle devait se construire en parallèle, à côté, dans d'autres lieux, dans un autre lieu qui a gagné finalement, où la photographie a pu pénétrer, on va dire dans les années 80, de manière un peu différente que ce qu'elle était avant, finalement, non plus sous une forme de documentation simplement, mais sous forme d'œuvre d'art. Donc je me suis dit que là, c'est là que je voulais inscrire mon travail, parce qu'on pouvait à ce moment-là, dans ces lieux dédiés à, on va dire, à la présentation d'œuvres, c'était aussi une autre lecture de l'image qui était rendue possible, et du coup une confrontation possible entre la photographie de presse qui existe dans un support et dans un format particulier, et une photographie qui s'intéresse aux mêmes événements, aux mêmes situations, et que donc là pouvait se passer une dialectique, un questionnement intéressant
et notamment une certaine remise en cause d'un certain stéréotype de l'image de presse. Et je pense qu'il y a aussi certainement une plus grande liberté pour l'artiste ou le photographe d'agir au sein d'une institution ou au sein d'une galerie, d'un musée, que dans un journal, tout simplement, où il y a aussi quand même une très grande rigueur ou construction qui fait que l'image n'est qu'un élément pas forcément très important en plus, c'est souvent une illustration, malgré ce que certains, peut-être photographes ou éditeurs en chef de photographie disent. Souvent, la photographie n'est qu'un produit d'appel, quand même, pour le texte. Et donc, je pense qu'il y a aussi, indépendamment de ce que Barthes ou tout ce que l'on peut penser même de la photographie, je pense que, et ça a été le cas pour moi dans les années 90, le musée, la galerie, c'était un lieu de liberté par rapport à ce qu'on voyait dans la presse qui était très construit, très autoritaire, sans marge vraiment de manœuvre, où le photographe n'est qu'un opérateur qui ensuite confie ses photos au rédacteur en chef qui va faire le choix, qui n'est pas forcément celui du photographe. Donc il y a aussi cette question de la dépossession de son propre travail, alors que en galerie ou en musée ou en institution, dans un centre d'art, il y a bien évidemment des contraintes. Je ne dis pas que c'est un lieu de liberté totale, il y a une discussion avec un commissaire, avec des galeristes, plein de gens bien sûr, mais au moins au niveau formel et au niveau même conceptuellement, il y a une plus grande richesse en tout cas, ça c'est sûr. I mean, there's always the possibility to look away, to look at the margins of a situation or the peripheries of a situation, rather than looking for the key image that compresses a much more complex situation in one iconic picture. There's an ethical obligation involved in very carefully thinking about the constellations you're moving in, the subject-object relations you are finding yourself in as an image maker, and the taking care of what a theorist of photography, Ariella Arzulay, has called the civil contract of photography. There are different interests in play. For example, as a photographer coming to Calais as part of a larger community of professional image makers, looking for an image that is sellable about the situation, not only sellable, but maybe also satisfying one's very own individual needs in terms of your own profession as a photojournalist. There's always also to be taken into account the potential participation of those who you're photographing. I mean, it's and on a very, very simple and basic level, it's about you as the kind of acting subject of image making have to avoid the objectification of those who you're photographing. Taking pictures of. This is not as impossible as it sounds. I think there are a lot of strategies that available and tested, and that would involve those whose life you're documenting, whose situation you're reporting on, in very different ways, making them active citizenships of this civil contract of photography.